Merci à tous d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. Il faut dire, c'est vrai que le sujet s'y prête particulièrement. Alors pour commencer, je vais paraphraser donc Irina, ou du moins Rudyard Kipling, parce qu'effectivement, donc la première victime d'une guerre, c'est la vérité. Je pense que vous l'avez entendu des dizaines de fois ces dernières semaines, au point que cette phrase est certainement devenue pour vous une banalité. Mais ce qui est banal n'est pas forcément faux, loin de là. Alors ça fait plus de 2 mois que les combats font rage en Ukraine. Pourtant, bien peu sont aujourd'hui capables de dire ce qui s'y passe réellement. Alors c'est plutôt étonnant au XXIe siècle pour donc un théâtre d'opération qui se trouve à, on va dire, 2 heures de vol à peine de Paris. Et encore, on parle d'Ukraine, mais est-ce qu'on peut encore s'y restreindre lorsqu'on voit justement la manière dont ce conflit est en train d'affecter toute l'Europe? Alors bien au-delà de l'inflation de l'huile ou on va dire des raids qu'auraient pu effectuer donc des éléments de l'armée ukrainienne en Russie, j'entends par là évidemment les livraisons d'armes, certaines déclarations de responsables européens donc, qui ne vont pas non plus vraiment dans le sens de la recherche d'un apaisement avec la Russie et de manière générale donc en Ukraine. Alors justement pour commencer par une anecdote sur mon tout dernier papier qui avait été publié sur Sputnik avant que notre site soit fermé, ou du moins soit interdit. Ça portait justement sur la guerre de l'information en Ukraine. Et on était le 28 février. Ça faisait 4 jours que les Russes avaient lancé leur opération spéciale, comme ils l'appellent, et effectué une série de frappes de décapitation sur les installations militaires ukrainiennes. Et ce matin-là, Moscou avait annoncé avoir gagné la maîtrise du ciel. Et au même moment, circulaient sur les réseaux sociaux de nombreuses vidéos d'un pilote ukrainien qui était censé protéger la capitale et qui aurait abattu dans les quelques premières heures, on va dire, du conflit, 6 appareils russes, en devenant le premier as du XXIe siècle. Même le ministère de la Défense ukrainien avait tweeté à son propos. Alors par ailleurs, les médias européens, images à l'appui, prétendaient que des formations d'avions russes survolaient Kiev à très basse altitude. On était au tout premier jour du conflit. Et au JT d'une grande chaîne du service public, à 20h, on nous avait relaté l'héroïsme à la Cambronne de ces 13 soldats ukrainiens qui n'auraient pas hésité une seconde à donner leur vie face à la marine russe. Alors vous avez... L'île des serpents. Voilà, exactement. Donc vous avez certainement reconnu ces 3 épisodes, respectivement le fameux Fantôme de Kiev, dont les exploits finalement fictifs avaient été vantés par le ministère ukrainien de la Défense sur les réseaux sociaux grâce même à des vidéos de jeux vidéo. Le détournement d'images filmées par des badauds en Russie, à l'occasion des préparatifs du défilé du 9 mai. Et enfin, l'épisode, comme l'a dit François Bernard, de l'île des serpents, où ces soldats avaient même été décorés à titre posthume par Volodymyr Zelensky. Alors, est-ce qu'on pouvait parler de fake? Alors, dans les médias français, on avait préféré parler de guerre des symboles, après coup. Alors, dès le premier jour des conflits, on a ainsi eu droit, on va dire, en prime, à cette hystérie anti-russe qui s'est saisie des réseaux, et même de certains sénateurs français, à une véritable avalanche de fausses informations. Mais bon, c'est Sputnik et RT qui ont été interdits en Europe. C'est d'autres médias russes, je pense à Zvezda, RIA Novosti, Lenta et Gazeta.ru, qui ont été censurés sur Facebook pour diffusion de fausses informations. Et au même moment, la plateforme américaine extirpait Azov de sa liste noire des entités bannies, où elle côtoyait auparavant Daesh et le Ku Klux Klan. Alors nous n'empêchons pas ce soir de démêler le vrai du faux de toute cette jungle de fake, comme on les appelle depuis les élections américaines de 2016. On y passera littéralement la nuit. Le but de cette conférence est de vous donner les clés afin d'éviter de tomber dans les écueils les plus grossiers, de ne pas laisser votre jugement être entraîné, être altéré par l'émotion. Car tout ceci n'est pas apparu avec le conflit ukrainien, loin de là. Nos intervenants ici présents et depuis la Suisse reviendront sur des cas très concrets de désinformation en temps de guerre, dont ils ont parfois été directement témoins, lors des conflits qui ont marqué ces dernières décennies. Alors, nous tenterons également d'identifier les raisons, les causes profondes qui peuvent expliquer qu'aujourd'hui de tels procédés prennent
aussi bien sur la population. Là encore, dans le but de développer une forme de résilience à des informations qui cherchent à altérer notre jugement. Et comme on le verra, très certainement, ces procédés s'inscrivent dans le long terme, du moins dans le temps long. Alors, sans plus attendre, je me retourne donc vers nos débatteurs. Donc, depuis la Suisse, nous avons donc Slobodan Despot, donc éditeur, romancier, directeur du e-magazine hebdomadaire Antipresse, suisse d'origine serbo-croate. Donc, vous êtes né donc en Yougoslavie et vous avez donc relaté l'effondrement dont vous avez relaté, excusez-moi, l'effondrement dans votre premier roman qui s'intitule donc Le Miel, qui était paru chez Gallimard. Vous êtes également donc cofondateur et directeur des éditions Xenia et Sion. Donc à ma droite, nous avons Éric Dénessé, donc directeur du Centre français de recherche en renseignement, ou CF2R. Donc vous avez fait une carrière dans le renseignement au sein de la Marine nationale. Parmi vos faits d'armes, vous avez été envoyé donc au Cambodge dans les années 80 afin d'y soutenir la résistance donc anticommuniste, ou encore donc en Birmanie afin de défendre les intérêts de Total. Auteur de plusieurs ouvrages sur le renseignement, vous avez également mené une carrière donc, dans l'enseignement, avec pour ambition de créer une culture du renseignement dans la société française. Et pour finir ce tour de table, donc je vous présente François Bernard Hugues, directeur de recherche à l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Vous êtes titulaire donc d'une habilitation à diriger les recherches. Voilà. Super doctorat. Exactement. Vos domaines d'expertise donc, sont la communication, la cyberstratégie et l'intelligence économique. Vous dirigez, donc vous enseignez aujourd'hui donc à l'IGRIS-SUP. Vous êtes également passé par d'autres établissements d'enseignement, l'université de Limoges, le CLCA, oui, voilà, ou l'école de guerre effectivement économique. Vous êtes également donc membre du conseil scientifique du Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégique et auteur de nombreux ouvrages. Dont le dernier, La bataille des mots, qui est encore sous presse et qui devrait donc être disponible dans quelques jours aux éditions VA, enfin chez VA Éditions. Alors pour entamer ce tour de table, tradition oblige, je vais donc laisser quelques minutes à chacun d'entre vous pour voilà, partager, nous exprimer comment à l'aune de vos expériences respectives, vous vous informez donc, sur un conflit. Et donc, question tiroir aussi, s'informer en temps de guerre est-il à la portée de tout le monde ? Bien. Bonsoir à tous. Je voudrais commencer bien sûr par saluer l'auditoire et remercier Irina Dubois de l'invitation. Puis c'est un grand plaisir de parler avec deux amis dont je respecte beaucoup les écrits, François Bernard bien sûr et Slobodan également, et dont je vous invite à lire des ouvrages qui sont tout à fait passionnants. On ne se fait pas souvent de politesse, mais voilà. Bon, mais je pense que c'est important. En deux mots, ce que moi j'aimerais vous présenter tout à l'heure quand on reprendra la parole, c'est comment est-ce qu'on s'informe en temps de guerre quand on est ou sur le terrain ou sont en base arrière, et quelles sont toutes les distorsions que peut avoir l'information, parce que trop souvent nos amis journalistes nous disent je suis sur le terrain et je vois des choses, or on est très souvent aveuglé sur le terrain, parce que ce qui se passe dans un rayon de 50 ou 100 mètres, on n'a généralement pas de façon de recouper l'information. Et puis, voilà, puis après, il y a tout un travail d'analyse que l'on peut faire quand on est expert. Donc, moi, c'est ça que je vous expliquerai. Alors, en disant une chose, je ne suis pas neutre dans ce conflit. C'est-à-dire que je ne suis ni pro-russe, ni anti-russe, je suis ni pro-ukrainien, ni anti-ukrainien. Je suis français et je suis absolument désespéré de voir notre politique étrangère actuelle qui ne comprend rien pour différentes raisons à la situation. Et c'est ça qui me navre le plus, c'est de voir la dérive et de notre politique étrangère et de nos médias dans cette analyse de la crise. On a le droit d'être pour un camp ou pour l'autre, mais en tout cas, on n'a pas le droit d'être stupide. Et malheureusement, l'évolution de la sphère médiatique et des analyses qui se font ne plaident pas pour un développement de l'intelligence. Alors, moi, je vais essayer de répondre à la question, est-ce que s'informer ou savoir la vérité, c'est pas du tout la même chose, hein, s'informer et savoir la vérité, est à la portée de tous en temps de guerre? Je dirais de moins en moins. Et je vais essayer d'insister sur les changements historiques. Moi, je me suis intéressé à la question en 2004, au moment de la guerre du Golfe. On avait créé avec quelques amis un site qui s'appelait vigirac.com qui a disparu depuis. T'as pas été dans Vigirac? Non. Non, t'aurais pu. Enfin, bon, j'ai un alibi. Ok, d'accord. Où on s'apercevait qu'avec peu de moyens, j'allais dire des cerveaux et des claviers,
on arrivait très vite à, non pas à savoir la vérité, hein, ça, alors là, si on veut avoir un débat pour savoir ce que c'est que la vérité, un autre soir, hein, s'il vous plaît, mais savoir ce qui est faux, ou ce qui est une fabrication. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, à quelques cerveaux et quelques claviers, à condition d'être anglophone et d'aller chercher des informations qui venaient souvent des États-Unis eux-mêmes, il était relativement facile, sinon de démonter cette affaire des armes de destruction massive ou ce genre de choses, du moins de voir ce qui était suspect, contradictoire ou qui sentait la fabrication. Mais c'était un autre monde. Et plus je vis la présente guerre, plus je m'en aperçois, c'était un autre monde. Pourquoi ? Parce qu'en 2004, le discours venait des États-Unis, ça c'était clair, des néoconservateurs, j'ai écrit un bouquin là-dessus, etc. Quatrième guerre mondiale, faire mourir et faire croire. Et elle nous était... comment on la voyait, nous ? On la voyait par nos télévisions. Et nos télévisions faisaient quoi ? Elles reflétaient ce que envoyait CNN. CNN était le pourvoyeur mondial d'informations sur la guerre d'Irak, y compris pour les Irakiens, s'ils voulaient se voir mourir. Il fallait qu'ils regardent CNN qui filmait les missiles qui partaient et les missiles qui arrivaient. Alors comment est-ce qu'on pouvait savoir les éléments contradictoires ? Si on éteignait un peu son téléviseur et si on allait sur un Internet, on parlait de sites à l'époque. Oui, Facebook devait exister, mais Twitter ne devait pas exister. Enfin, c'était il y a longtemps et personne n'utilisait ça de façon très, très courante. Eh bien, on arrivait à voir des sources, d'où vient telle information. Et la plupart de ces sources, d'ailleurs, venaient des États-Unis et d'universitaires américains. Donc, il était assez facile de voir que cette histoire d'armes de destruction massive ou de 4e armée du monde ou ce gros canon qui allait tirer des obus au gaz sur Israël, alors que c'était un pipeline, c'était un tuyau, il était assez facile d'analyser parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'images truquées, les informations étaient relativement rares et dès qu'on allait un peu chercher aux États-Unis, on voyait par quel réseau c'était arrivé. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Alors évidemment, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle, quand il y a des fake news, c'est le fait de rapporter un événement qui n'a pas eu lieu. Je suis pour une définition minimaliste. Une opinion sur Dieu ou ce qui va se passer dans 5 minutes ne relève pas des fake news, ça relève de l'opinion. Les fake news sont vite repérés. Donc ça, c'est l'avantage. On n'a plus besoin de faire avec des copains l'équivalent de Vigirac, puisque même en allant voir, comment ça s'appelle, les décolleurs de Libé ou Bellingcat ou des trucs comme ça, les informations manifestement fausses seront repérées. Pardon ? Oui, Bellingcat a donné... Alors, on sait de quel côté est Bellingcat, etc. Mais même Bellingcat avait donné des informations pour les trucs qui étaient très grossiers, du genre les super pilotes ukrainiens, alors que ça venait d'un jeu vidéo. Donc, si vous suivez ça, j'ai dit c'est la bonne nouvelle, la mauvaise après. Vous avez des listes, des hit parades, des fausses informations repérées. Pourquoi repérer ? Par exemple, parce que il y a de bons logiciels d'analyse des images qui montreront où il y a simplement, il suffit de faire une recherche sur les images pour voir si cette image a été prise en 2022 ou en 2020 en Roumanie au lieu d'être en Ukraine. Donc, les faux grossiers, si j'ose dire, images retouchées, pseudo, deepfake, etc., vont être assez vite repérés. Mais, mauvaise nouvelle, nous sommes noyés sous une somme d'informations, pas toutes forcément techniquement fausses, mais extraordinairement orientées. Et en fait, on est plutôt rentré dans une guerre du quantitatif, c'est-à-dire le nombre de milliers d'informations participant de
unanimités qui nous atteignent, y compris sur les réseaux sociaux. On sature l'audimat, grosso modo. Alors, oui, grosso modo, c'est l'audimat. J'appelle ça la guerre de l'attention. En fait, on est beaucoup plus passé de la fabrication d'un gros machin qui était fait par une agence de communication comme les couveuses de Kuwait City, où on avait vu les armes de destruction massive de Saddam, et il y avait un savant fuyant l'Irak qui racontait qu'ils étaient à 3 semaines d'avoir la bombe atomique. Les gros trucs comme ça, dont on connaît les sources, d'ailleurs on connaît les noms des agences de communication qui ont fabriqué ça, on en a beaucoup moins, même s'il y en a de temps en temps. En tout cas, on est mitraillé par des informations orientées. Et pour redonner la parole aux amis, les procédés ont changé. Quand on vivait une guerre, missiles partant, filmés par CNN, missiles arrivant, filmés par CNN, on n'avait pas énormément de choses à analyser. Et accessoirement, les missiles, ils partaient vraiment, ils arrivaient vraiment, même si on ne voyait pas les victimes civiles irakiennes. Tandis que là, nous sommes dans une guerre où, d'une certaine façon, l'orientation des informations, elle est assumée assez tranquillement. En ce moment, il m'arrive de faire des plateaux de chaînes d'information continues. Dans le réduit Azo, je ne sais plus quoi, le centre industriel de Mariupol, Azovstal, à Mariupol, on sait très bien que les images sont fournies par le bataillon Azov. Ça ne gêne personne. D'accord. Alors ça ne veut pas dire que... après, il faudra discuter sur le vrai et le faux. Quand elle montre des enfants très malheureux, je crois qu'il y a vraiment ces enfants dans cet endroit. La question, elle n'est pas là. Mais on voit une quantité d'informations qui viennent de là, avec un autre facteur qui me paraît important. On pourrait parler de 50 choses, dont la communication de Zelensky, quoi. Mais il y a une chose qui me paraît tout à fait importante, c'est que nous avons de la communication venant des victimes. Mettez-y des guillemets ou pas, selon que vous voulez. Je veux dire par là qu'on passe la journée à recevoir des informations de gens qui sont ukrainiens, qui souvent parlent très bien anglais ou français, parfois sont même de jolies filles qui ont des bébés, etc. Et dont on reçoit, grâce au phénomène réseaux sociaux, un témoignage qui est un témoignage de victimes destiné à déclencher une certaine indignation. Et évidemment, on n'en a pas de l'autre côté. Et s'il y a des éléments venus de la télévision russe, dont je ne suis pas persuadé qu'elle soit un modèle d'objectivité, mais là n'est pas la question, elles seront aussitôt contextualisées et accompagnées d'analyses en expliquant que tout ça est fabriqué par le FSB, etc. Voilà. Donc ma conclusion, c'est que la question, c'est peut-être un petit peu déplacée du vrai ou du faux. On n'a plus des fausses causes de guerre comme les armes de destruction massive ou ce genre de choses, mais on est dans un bain permanent et dans une guerre de l'attention qui rend beaucoup plus difficile de savoir ce qui n'est pas truqué ou orienté. C'est difficile d'être bref et concis sur une question aussi vaste. Et d'abord, en préambule, je me permets très rapidement de saluer tous les amis, puisque je ne suis pas présent physiquement, et je suis très heureux de pouvoir participer à ce débat organisé par Irina avec Eric Densey et François-Bernard Hue, que je respecte énormément. Et je pense que là, vous avez autour de la table des gens qui constituent une enclave dans ce qu'on pourrait appeler la pensée politique ou géopolitique, ou la pensée du renseignement dans le domaine francophone. Parce que ce à quoi nous avons affaire, à quoi j'ai moi-même affaire dans mon travail hebdomadaire dans l'antipresse, c'est une répétition, mais à très très grande échelle, de ce que j'ai déjà connu il y a une trentaine d'années lorsque on a eu la guerre en Yougoslavie. Et ce qui caractérise en tout premier lieu ces situations, je parle d'abord de la guerre en Yougoslavie dans laquelle j'étais impliqué, que j'ai suivi depuis le premier jusqu'au
pas jusqu'au dernier jour, parce qu'elle se prolonge encore d'une certaine manière, mais depuis la fin des années 80, ce qui caractérisait ce conflit, du moins dans la manière dont l'Occident l'abordait, c'était l'abolition complète de la rationalité. Ce qui me fait dire que la guerre que nous suivons aujourd'hui, qui est une guerre maintenant revendiquée de l'Occident comme bloc incarné par l'OTAN contre la Russie, donc une guerre des mondes, si l'on veut, ce qui la caractérise, c'est qu'elle a plusieurs couches. Donc la couche information, fausse information, contre-information, réinformation, n'est qu'un stade. Mais pour que ce stade fonctionne comme il fonctionne, c'est-à-dire avec une quantité énorme d'accusations invraisemblables, d'assertions non prouvées, de fausses nouvelles carrées, qui passent et qui passent sans démenti, pour que cette couche-là fonctionne, il en faut au moins encore une autre, qui n'est pas une couche informationnelle, qui est une couche anthropologique, historique et culturelle ou civilisationnelle. C'est-à-dire que pour qu'on puisse, sans aucun filtre, sans débat interne dans le système médiatique ou politique, déverser une telle quantité de partialité ou de haine, tout simplement, il faut que le terrain ait été préparé d'avance. Il faut que la planche ait été savonnée. Je me contenterai, ça va peut-être vous étonner, pour illustrer cela, je ne vais pas énumérer les exemples, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, mais je ne vais pas énumérer les exemples de cette guerre-ci, qui sont tellement flagrants, et que vous-même, Maxime, avez cité tout au début, avec le fantôme de Kiev. Qui peut croire à l'histoire du fantôme de Kiev? Qui peut imaginer que, après que l'histoire de l'île aux serpents ait été éventée, c'est-à-dire qu'on ait su que personne n'est mort sur l'île aux serpents, que les fameux soldats héroïques ukrainiens qui ont envoyé promener les navires russes ont été simplement capturés parce qu'ils se sont rendus, qu'ensuite on ait pu décorer ces mêmes soldats pour héroïsme à Kiev, et qu'on ait pu éditer des timbres postes à leur effigie avec le message qu'ils sont censés avoir envoyé à la flotte russe. Donc on est dans un monde parallèle. Donc, pour vous donner un exemple, et je me limiterai à cela parce que ça peut donner un peu de blé à moudre. À l'époque où la guerre en Yougoslavie a éclaté, la France a été submergée par un livre qui était censé donner l'explication de référence de tout ce qui se passait. Ce livre s'intitulait « Vie et mort de la Yougoslavie » et l'auteur en était un universitaire français, Paul Gard, qui se prévalait beaucoup de son titre universitaire, mais qui n'avait de titre universitaire ou d'autorité universitaire que dans le domaine de l'accentologie des langues slaves. Donc c'était un linguiste. Mais il a écrit un livre de géopolitique et d'histoire sur la mort de la Yougoslavie qui reprenait, en gros, les thèses d'une des parties au conflit sur l'histoire et le démantèlement de la Yougoslavie, qui était la partie croate. Ce livre était truffé d'une telle quantité d'inexactitudes que nous avons, aux éditions L'Âge d'Homme à l'époque, publié une réfutation qui relevait plus de 300 erreurs de fait, donc fake news selon la définition UI. Ce livre, évidemment, notre réfutation n'a évidemment eu aucune espèce d'écho. Mais personne n'a dit non plus que notre réfutation était inexacte. Tout ce que nous disions était exact. Mais il y a un fait dans tout ce livre truffé de dizaines et de dizaines d'erreurs historiques, d'erreurs factuelles, qui a attiré mon attention à l'époque déjà. L'auteur, Paul Gard, disait que en Slovénie et en Croatie, donc dans les républiques occidentales, plus tard ralliées à l'Union européenne et à l'OTAN, à la fin des années 80, donc au moment de l'effondrement du système communiste, il y a eu des vraies élections démocratiques qui ont amené au pouvoir des partis démocratiques pro-occidentaux. De l'autre côté, on disait qu'en Serbie, les élections étaient de toute façon truquées par le Parti communiste. Et on ne se souciait pas une seule seconde de donner un argument
à son lecteur pour expliquer pourquoi on estimait que les élections en Slovénie et en Croatie à la fin des années 80 étaient correctes et démocratiques, et pourquoi elles ne pouvaient pas l'être en Serbie. Selon ce que je crois savoir, elles étaient aussi incorrectes d'un côté que de l'autre, ou en Serbie. C'était d'ailleurs la même élite politique qui s'était répartie les territoires. Mais peu importe. L'assertion selon laquelle en Slovénie et en Croatie, donc actuellement faisant partie du bloc occidental, des élections étaient automatiquement libres et démocratiques, et qu'en Serbie, elles étaient automatiquement truquées par le parti au pouvoir parce que c'était une autocratie, ces assertions-là, pour fonctionner, doivent reposer sur un profond préjugé civilisationnel. C'est-à-dire que chez nous, à l'Ouest, on est civilisé, on est démocratique, on ne va surtout pas tricher aux élections, les Français le savent très bien. Tandis que dès que vous êtes à l'est de Vienne, n'est-ce pas, du côté de Belgrade, de Moscou, peut-être un peu de Budapest, les élections, c'est un piège à con. Vous voyez? Donc, pour que cette propagande fonctionne, et qu'elle fonctionne de manière totalement subliminale, parce que j'ai été le seul à poser publiquement la question de savoir pourquoi le professeur Paul Gard estimait que les élections étaient automatiquement correctes en Slovénie, en Croatie et pas en Serbie. Pour que cela fonctionne, il faut qu'il y ait une couche, qui est une couche, mais beaucoup plus ancienne et beaucoup plus ancrée, de préjugés, de construction de préjugés, de stéréotypes ethno-raciaux, historiques, culturels et religieux. Et dans la guerre qui nous préoccupe, la puissance de la désinformation est démultipliée par la préexistence de préjugés culturels qui ne font que s'aggraver de manière incrémentale à chaque nouvelle crise. Voilà. Oui, merci beaucoup. Effectivement, c'est... C'est vrai que c'est très intéressant, c'est vrai qu'on observe depuis quand même une dizaine d'années quand même effectivement les préjugés se creuser vis-à-vis de la Russie, enfin surtout une dizaine d'années, il y a eu la crise des Mistral, enfin dès que la crise ukrainienne, même avant la crise ukrainienne. Pour rebondir sur ce que disait Slobodan, donc par rapport est-ce que au-delà des préjugés civilisationnels et des préjugés qui sont cultivés, on va dire, ces dernières années dans les médias, par une certaine élite politique aussi vis-à-vis de la population. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que dans la désinformation s'immisce, ou que la désinformation plutôt s'immisce, on va dire, dans certaines lacunes en matière notamment d'éducation des gens, parce que clairement que ce soit au niveau des préjugés ou de ce que l'on voit, on le sent pour ceux qui voyagent entre l'Est et l'Ouest, on a beau expliquer aux gens comment ça se passe à l'Est, ils nous croient pas, et nous-mêmes la première fois qu'on y va, on est souvent surpris. Donc est-ce que c'est justement ce que l'on observe aujourd'hui dans les conflits Je vous disais tout à l'heure, ce qui me semble important, c'est de développer l'esprit critique chez vous en tant qu'observateur, vous m'entendez bien, comme dans le monde journalistique, et j'aimerais vous citer plusieurs exemples en la matière pour montrer à quel point le système de transmission de l'information peut être faussé. J'ai jeté ma télé en 1988. J'étais alors jeune officier d'enseignement. Je travaillais sur l'Asie du Sud-Est, qui était ma spécialité initiale. 1986, il y a eu un premier coup d'État aux Philippines. Et 1988, 2 ans après, j'étais toujours en activité. Deuxième coup d'État aux Philippines, TF1 diffusant exactement les mêmes images des combats dans les rues de Manille, alors que c'était des images de 1986. Donc à l'époque, il n'y avait pas encore les vérifications, comme ça s'est fait, comme le disait François Bernard tout à l'heure, qui permettent de prouver que ce sont des images de cette nature-là. Et puis le fait de faire du terrain, quelques années après, je me retrouve au Cambodge dans les mouvements de guérilla. On réussit à repasser la frontière en clandestin. J'arrive à Paris et je tombe sur une lettre spécialisée sur le Cambodge qui dit « Tel jour, à telle heure, les Khmers rouges ont attaqué telle route ». Ce jour-là et à cette heure-là, j'étais sur la dite route, il n'y avait aucun Khmer rouge. Et même quand vous êtes sur le terrain, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes journaliste, vous êtes officier de renseignement, vous êtes dans une zone de combat, vous voyez des petits hommes en treillis vert arriver, ils sont tous asiatiques, tuer des populations, partir, et on vous dit c'est des Khmers rouges ou c'est des Vietnamiens. C'est-à-dire, le fait d'être sur le terrain ne nous donne pas toujours, même rarement, plus d'informations que si on a un peu de recul.
Et sur un conflit comme le conflit cambodgien, l'endroit idéal, c'était d'être à Bangkok, parce que quand on est à Bangkok, on récupère les informations des ONG, on récupère les informations des missions étrangères, des prêtres, on discute avec les ambassades, on est capable de faire le filtre. Donc l'argument qui est souvent sorti au-delà même de l'image de la part de journalistes ou d'opérateurs de terrain qui vont vous dire « j'y étais », il n'est pas valable. En tout cas, il est rarement valable, parce que ce n'est pas parce qu'on est sur le terrain qu'on est vraiment au cœur de l'action. Puis après, il y a la façon dont l'information peut être manipulée. Et je me souviens en 2011, ayant fait tous les pays des révolutions arabes, me retrouver à Tripoli après les premières fables dans l'hôtel Corinthia, où il y avait un petit pool journalistique, parce que tous les autres journalistes étaient dans l'hôtel, dans mes chappes turques, dont les 15 premiers jours à $500 la nuit étaient payés par Saïf al-Islam. Est-ce que vous avez entendu les journalistes de TF1 ou Antenne 2 vous dire que leurs frais étaient réglés par Saïf al-Islam? Et la journaliste de CNN, qui était dans le même immeuble que moi, était tout à fait charmante. Et le soir, je branche ma télé et je vois bombardement dans le quartier de Bab al-Azizia, qui était le quartier de Kadhafi. Et j'étais à Tripoli, strictement rien. J'ai passé 10 jours à Tripoli sans entendre même un Libyen décharger une Kalachnikov en l'air. Et mes amis et ma famille qui étaient à Paris, je coupe le téléphone quand je voyage, étaient terrorisés à l'idée qu'il arrive quelque chose. Quelques mois après Damas, centre-ville de Damas, entre la place des Abbassides et le vieux Damas, il y a deux avenues à 3 voies. 2 bus se percutent au milieu de l'avenue à 3 voies, donc devant le bâtiment des Mourabarak. Résultat, sur la place centrale, vous avez petit à petit 500 personnes qui attendent les taxis, les bus. Al Jazeera descend, plan serré. 40 minutes après, c'est sur Al Jazeera, manifestation anti-Bachar. Donc on est en permanence, je ne dis pas que c'est tout le temps comme ça, mais on est en permanence confronté à ça. Et quand je vous parle d'esprit critique, ce qui me semble important, c'est on doit critiquer l'information, évidemment, dès qu'elle arrive, parce qu'on ne sait pas comment elle a été conçue, donc il faut se défier de la croire. Mais l'exercice qui est très difficile aujourd'hui, c'est qu'on doit se défier de l'information sans sombrer dans le conspirationnisme. Parce que l'autre danger, c'est qu'on commence à se dire, si ça c'est faux, tout est faux, donc je ne crois plus à rien et je fais des montages intellectuels totalement délirants. Donc on est quand même dans une période qui est extrêmement critique. Il n'y a pas 36 façons de s'en sortir, c'est-à-dire qu'on est compétent que sur les sujets qu'on connaît à peu près. Et si tant est qu'on est compétent, et je parle pour moi en l'occurrence, on peut toujours se tromper, on ne sait pas quoi en faire. Mais il y a quand même un élément qui est essentiel et qui disparaît aujourd'hui, c'est ce que je disais en introduction en parlant du recul de l'intelligence, c'est qu'il n'y a plus de culture. On en est, tenez-vous bien, je pense que vous le savez, à 1,5 livre par an et par habitant en termes de lecture en France. Donc, à partir du moment où on ne fait que gober de la télévision et des réseaux sociaux, j'ai envie de dire, même si on sort des meilleures écoles, même si on est quelqu'un d'intelligent et de diplômé, j'ai envie de dire, c'est une Ferrari sans essence. Donc aujourd'hui, le système dans lequel on vit, c'est que tout le monde a un avis sur tout, parce qu'on regarde CNN, on regarde Le Monde, si TF1 le dit, c'est vrai, c'est parfois faux. Et ce phénomène d'esprit critique, je vous le disais, il ne doit pas rejeter toute information pour sombrer dans le conspirationnisme, mais on ne peut le constituer qu'en ayant de la lecture et qu'en discutant avec des experts et en se posant soi-même des questions. Et c'est le défi finalement qui nous concerne chacun, et vous comme les autres, parce que finalement, si on n'a pas ça, on peut être désinformé de n'importe quelle façon, et ça explique aujourd'hui très bien les réactions extrêmes qu'on a sur cette crise ukrainienne. Parce qu'il y a effectivement des choses à dire, il y a des choses sur lesquelles on sait qu'on peut avoir de l'information, il y en a d'autres sur lesquelles on sait qu'on ne peut pas avoir d'information. Et il y a une deuxième chose, je vous disais, c'est pas parce qu'on est sur le terrain qu'on a des bonnes informations, ça peut arriver. Et puis surtout, on sait, nous, issus du renseignement, qu'on comprendra probablement ce qui s'est passé, on saura vraisemblablement ce qui s'est passé dans 2 mois, 3 mois ou 4 mois. Donc vouloir agir en permanence en temps réel et dire Boutcha, ce sont les Russes ou ce sont les Ukrainiens, c'est un montage ou c'est un massacre, ce débat ne devrait même pas avoir lieu. On devrait constater les faits, dire on envoie une commission d'enquête, encore si tant est que la commission d'enquête soit elle-même, je dirais, objective, et puis se poser des questions sur un scénario, quand bien même ce seraient les Russes. Est-ce que c'est un groupe de 40 hommes qui a échappé au commandement et qui a fait ce massacre sans que ce soit jamais ordonné par l'état-major ni par Poutine? Si ce sont des Ukrainiens qui ont fait un montage, est-ce que c'est pour autant nécessairement une information, une demande qui vient de Zelensky? Toutes ces informations-là, on peut se les poser en scénario, mais en réalité, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, incriminer un camp ou disculper l'autre
me paraît pour l'instant extrêmement hâtif. Je pense j'espère qu'on aura la solution dans quelques semaines ou dans quelques mois, mais c'est extrêmement difficile à déterminer. Voilà. Moi, c'est ce qui me semble important. Après, on peut parler de la crise, de la guerre en Ukraine, si vous le souhaitez, mais c'est ce processus, comment est-ce qu'on fait l'information et avec une deuxième idée reçue, c'est que très souvent, quand on regarde qui informe qui dans un pays, si je vous posais la question, qui selon vous, des représentants du Quai d'Orsay, de l'AFP ou de la DGSE dans un pays est le plus compétent, qu'est-ce que vous me répondrez? Alors, les gens vont me dire, ah oui, c'est la DGSE. Ben non, parce que quand on est sur une zone d'action, l'officier de la DGSE, il vient peut-être d'arriver depuis 2 semaines, il était auparavant au Mali, donc il ne parle pas l'ukrainien, il est là à l'ambassade, il reprend des réseaux, il n'est pas nécessairement compétent. Peut-être que l'ambassadeur, lui, est là depuis 4 ou 5 ans, que c'est sa 2e ou 3e affectation dans le pays, donc il a ses réseaux qui parlent l'ukrainien. Parfois, c'est le journaliste de l'AFP qui est le mieux informé. Donc, ces idées de dire soit c'est parce que c'est un journaliste, soit parce que c'est un officier de renseignement, soit parce que c'est un ambassadeur, il sait, non, c'est totalement faux. C'est qu'est-ce que l'homme qui ramène l'information a comme expérience et compétence sur le terrain où il se trouve, et est-ce qu'il est le plus à même pour en parler? Et je terminerai par un autre exemple. Je me souviens très bien, lorsque je travaillais sur l'Asie du Sud-Est, il y avait au monde un homme tout à fait brillant qui a pris sa retraite, qui était Jean-Claude Pomontí. Et Jean-Claude Pomontí écrivait des choses très très bien sur toute l'Asie du Sud-Est, sauf sur le Vietnam. Pourquoi? Parce que sa femme était vietnamienne, une Viet Kieu, et il voulait retourner voir sa belle famille tous les étés à Hanoï, et donc il ne faisait jamais d'écrits critiques sur le Vietnam. Donc tout ce qu'il écrivait sur le Cambodge, la Birmanie, le Laos, les pays de l'ASEAN était frappé au coin du bon sens. Mais quand il écrivait quelque chose sur le Vietnam, on savait que sa partialité l'amenait à faire de l'understatement, comme on dit. Donc le rôle quand on cherche à analyser l'information, il est là. C'est qui est la source, d'où vient l'information, comment elle a été vérifiée et finalement quel crédit on peut lui accorder. Oui, parce que justement, c'est pas difficile de s'informer également dans un pays, on va dire, dont les autorités ont un certain parti pris. On voit aujourd'hui que la France soutient très amplement, on va dire, l'Ukraine. On a vu, je pense que tout le monde a vu passer l'information comme quoi la France allait livrer donc, des canons César et que des artilleurs étaient même venus ce week-end s'entraîner en France. Ça rejoint aussi ce que disait tout à l'heure Irina dans son propos introductif, c'est-à-dire qu'on a l'impression que tout est à sens unique en France sur l'actualité, qui, en tout cas dans les médias, et puis aussi sur les réseaux sociaux d'une certaine manière, pour d'autres raisons qu'on abordera, mais que tout est à sens unique donc, concernant l'Ukraine, que ça rejoint aussi ce que disait donc Slobodan sur le fait qu'effectivement les Russes sont tenus pour responsables systématiquement. Et d'ailleurs, c'est ce que vous aviez rédigé, vous aviez parlé vous-même, François Bernard, voilà, d'une forme d'unanimité, voilà, en Occident, du moins, effectivement, sur la désignation, voilà, de... Moi, j'ai jamais vécu à ce point-là. Je veux dire, à l'époque des guerres du Golfe, on pouvait être une petite poignée avec notre site. Je me souviens au moment de la Serbie, à l'époque, il y avait la revue de Régis Debray à laquelle je participais, les cahiers de médiologie, qui est après devenu Médium, etc. Bon, lui a été voir sur place, n'avait pas du tout donné la version officielle. Il avait dit des phrases qui semblaient scandaleuses, du genre j'ai été dans une villa, dans une pizzeria tenue par des Albanais, il leur arrivait rien, j'ai pas vu de charnier. À l'époque, on a été très secoués, quoi, hein, quand on tenait des opinions hétérodoxes comme ça, et même notre comité de réaction a failli exploser à cause de ça. Aujourd'hui, on est dans une unanimité totale. Alors, quelles sont les raisons? Il y en a toutes sortes. Slobodan a raison. Il y a des raisons, alors il appelle ça anthropologique, j'appellerais ça des raisons idéologico-culturelles, hein, qui font que l'ensemble de ceux qui ont le droit à la parole ou à la pensée ont choisi un camp et qu'on a des grilles tout à fait... Alors, on voit, il parle de cette russophobie, mais c'est très simple. Moi, j'ai eu une expérience l'autre jour, plusieurs interviews avec des journalistes algériens
Mais on n'est pas dans le même monde. Je ne dis pas que les Algériens ont raison et que nous avons tort. Mais on n'est pas dans le même réel. Hein, et on n'utilise pas les mêmes catégories du bon et du méchant, du vrai et du faux. Donc là ça c'est assez étonnant. Nous parlons à des Occidentaux, entre Occidentaux. Hein, n'allons même pas voir en Chine ou en Inde ce qu'on dit sur le sujet. Notre point de vue que nous voulons universel, basé sur des témoignages et sur des images, il est très culturellement déterminé. Et il est aussi, mais on aura l'occasion d'en reparler, il est aussi, si j'ose dire, très technologiquement déterminé. Même si on n'est plus à l'époque CNN ou l'époque où une photo d'agence disait que les Serbes avaient ouvert des camps de concentration avec des gens qui avaient les côtes convoyées alors qu'ils avaient le typhus et qu'ils n'étaient pas enfermés, ils étaient de l'autre côté des grillages, quoi. Voilà. Mais et on est dans ça. Alors plusieurs facteurs, ça accélère le tempo. Il y a un truc par jour qu'il faudrait vérifier. Hein. Prenez par exemple Tchernobyl et regardez. Ils ont bombardé, ça va exploser. Non, le réacteur va fondre, non pas. Et à la limite, que l'information fausse ou douteuse soit démentie le soir n'a pas d'importance, parce qu'il y en a une autre qui va reprendre sa suite le lendemain matin et qui convergera dans la même direction idéologique. Et évidemment, il y a un monopole des réseaux d'information. Si on veut se soumettre à de la propagande russe, il faut la chercher, hein, croyez-moi. On constate aussi que voilà, toute vérité n'est pas bonne à dire. Est-ce qu'on donne la parole à ceux qui sont le plus aptes et le plus à même à parler, à témoigner sur une situation? Je pense notamment, Eric, que vous avez fait vous-même les frais de ce type de comment on pourrait appeler ça? Non, en faire les frais, c'est un bien grand mot. Mais disons qu'une crise comme celle-ci permet de percevoir assez rapidement quels sont les intérêts cachés de certains. Après, différents acteurs ont le droit d'être pro-OTAN, Young Leaders, Atlantic Council, c'est un choix. Je veux dire, mais à partir du moment où on le sait, il y a un point de vue qui se fait, mais ça ne peut pas être le point de vue dominant. C'est ça qui est aujourd'hui est un peu surprenant dans la situation, c'est qu'on a affaire à un matraquage. Mais je prolonge ce que disait François Bernard à l'instant, c'est que, j'ai envie de dire, moi, aujourd'hui, la guerre de l'information, elle ne marche pas. Plus exactement, elle ne marche que sur chaque camp. C'est-à-dire qu'on voit très bien que toute la propagande occidentale ne marche que dans le camp occidental. On est sevré de points de vue orientés d'un côté. Côté russe, parce qu'on regarde quand même pas mal les médias russes, on voit qu'on a affaire à une propagande d'une autre façon en direction du public russe. Donc finalement, la propagande occidentale, la guerre de l'information ne pénètre pas en Russie. Et les Russes ont compris dès le début que ce n'était pas la peine d'essayer de venir se battre sur ce terrain en Occident parce que ça ne pénétrerait pas. Et l'une des façons amusantes que l'on a quand nous on essaie de faire de l'analyse, c'est aussi de regarder des chaînes tierces, donc les chaînes arabes. Un certain nombre de chaînes d'Amérique latine, parce qu'on a à la fois des commentaires et des images différentes. Alors, on ne détient pas plus la vérité, mais on détecte plus facilement les dérives ou les manipulations des uns et des autres sur la manière dont est présentée une image, sur c'est très beau, parce qu'on voit certaines images qui sont présentées comme étant d'un côté des militaires ukrainiens, vu que tout le monde a le même treillis, les militaires ukrainiens donnant la nourriture à la population fuyant les zones occupées par les Russes, et la même image est diffusée sur une autre chaîne, faisant des militaires russes donnant de la nourriture à des populations fuyant les zones occupées par les Ukrainiens. Donc on voit que de toute façon, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, il faudrait quand même parler de la fermeture de RT et Sputnik. Ah ça c'est de la censure pure et simple. Ça a été très rapide, la fermeture, très rapide. Il y a quelqu'un qui oui, on en parler. On en parlera tout à l'heure effectivement dans les questions, mais c'est vrai que ça a été, ça a été même pas en texte de loi, au niveau français, ça a été décidé au niveau européen, et les GAFAM ont suivi, et merci la déconnexion du système SWIFT, du côté français on n'a pas trop eu à se mouiller, donc l'Europe et les GAFAM ont fait le travail. Est-ce que justement, Slobodan, vous aviez quelque chose à ajouter justement sur ce que disaient François Bernard et Eric, justement sur cette tendance qu'on a malheureusement à toujours faire prévaloir un point de vue en Occident, le nôtre, et à éluder évidemment les points de vue de tous les autres. J'ai entendu quelque chose qui m'a
qui m'a éveillé des souvenirs dans ce que disait Éric Dénessé en parlant des journalistes algériens. Il y a 2 ans, enfin 3 ans bientôt, en novembre 2019, j'ai participé aux assises de la presse francophone à Yaoundé, au Cameroun, en tant que représentant de la Suisse, alors que je ne suis pas journaliste professionnel, mais enfin les Suisses n'avaient trouvé personne d'autre à envoyer là-bas. Donc j'ai pu passer quelques jours en compagnie de beaucoup de gens qui n'ont, comment dirais-je, comme dénominateur commun que l'emploi occasionnel quelquefois de la langue française. Des Africains, des Sud-Américains, des Français, des Belges, des Suisses, des Canadiens, y compris des Slaves. Et ce qui m'a frappé, c'est la même chose. J'abonde dans le sens de ce que dit Éric, c'est que entre ce que j'appelle le monde occidental et ses élites politico-médiatiques et le reste du monde, on est dans des univers différents. Quand je dis le reste du monde, je pense qu'il y a une plus grande proximité entre la vision du monde, disons par exemple russe, et la vision du monde camerounaise, entre la vision du monde russe et la vision du monde polonaise. Autrement dit, et c'est quelque chose qui est au-delà de l'idéologie. L'idéologie, lorsqu'elle est répandue, enseignée à ce point, et elle est quand même enseignée, elle est quand même le produit d'une conviction occidentale de la mission qu'aurait l'Occident de régenter le monde depuis 6 siècles. Lorsque l'idéologie est intériorisée à ce point, ça devient un caractère. Vous ne voyez pas ailleurs que dans les pays d'Occident, du moins dans le domaine francophone, ces visages de journalistes qui sont en permanence vexés et sur leur patte arrière, parce que quelqu'un leur a dit quelque chose qui ne correspond pas à leur vision du monde. Ces personnes sont en permanence vexées. Elles sont offensées par tout ce que vous pouvez leur dire et qu'elles n'attendent pas. Et j'ai eu, durant ces quelques jours, beaucoup de conversations très intéressantes avec des journalistes du monde entier, mais vraiment du monde entier, avec 150 personnes, qui m'ont dit la même chose. On ne peut pas parler avec les journalistes des grands médias français, belges, suisses, canadiens. On peut parler avec tout le monde, mais pas avec eux. Parce que eux sont là pour assurer, pour essayer de faire correspondre la réalité aux présupposés qu'ils diffusent au sujet de la réalité. Ce phénomène a été décrit depuis les années 60, d'ailleurs par des sociologues russes, mais soviétiques à l'époque, comme un phénomène qu'on a appelé à l'époque l'hypernormalisation. L'hypernormalisation a été aussi l'objet d'un film documentaire extrêmement énigmatique et intéressant d'un réalisateur britannique qui s'appelle Adam Curtis. On peut le voir sur YouTube, c'est un long documentaire qui s'intitule Hypernormalisation et qui vous montre comment le monde occidental, depuis en tout cas une cinquantaine d'années, depuis l'avènement de ces leviers d'influence et de pouvoir extraordinaires que sont les outils financiers couplés à l'informatique, le monde occidental a commencé de construire une réalité à côté de la réalité concrète, de la réalité vécue, parce qu'elle était plus malléable et plus contrôlable que la réalité objective, la réalité matérielle. Donc, aujourd'hui, quand vous disiez tout à l'heure, quelqu'un disait tout à l'heure que la Russie diffusait un certain type de propagande qui est une propagande à destination de ses propres troupes, enfin de son propre peuple, et ne se souciait pas de mener une contre-guerre de propagande vis-à-vis de l'Occident. C'est en effet ce qui m'a été confirmé lorsque j'ai pu parler avec des responsables russes, avec des grands journalistes russes, qui m'ont dit « Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ?» L'Occident n'a rien d'autre aujourd'hui qu'un storytelling. Il n'a que de la narration. Et nous sommes quand même encore sur le terrain du concret. C'est un petit peu abstrait ce que je vous dis, mais je prends l'exemple qui me tombe littéralement sous la main
au début de cette émission. La ministre de la Défense allemande, qui a succédé d'ailleurs à Madame von der Leyen à ce poste, dit, bon, on aurait bien voulu livrer à l'Ukraine une certaine quantité d'armes, notamment des hélicoptères, mais vous voyez, sur les 51 hélicoptères de combat dont nous sommes censés disposer, il y en a 9 qui sont en état de marche. Ailleurs, on évoque la livraison à l'Ukraine de chars Léopard 1. Autant dire, faire participer des old-timers aux 24 heures du Mans. Pendant tout ce temps, personne, aucun de ces responsables, ne s'interroge comment concrètement on va faire pour livrer des matériels lourds sur un champ de bataille au moment où l'aviation russe vient de désactiver le réseau ferroviaire ukrainien. Ça ne les concerne pas. Autrement dit, ils sont comme des enfants qui reproduisent une bataille qui a eu lieu réellement, ou qui aurait lieu réellement dans la vie réelle avec des soldats de plomb. Et nous sommes à ce stade-là. Ça ne va pas au-delà des soldats de plomb. Dans ce contexte-là, il est même ridicule. On est un petit peu au-delà, d'ailleurs, dans les débats que nous menons. Le débat sur la qualité de l'information, la médiologie, comment s'informer, etc., est un débat dépassé. Le débat réel auquel nous devrions nous consacrer aujourd'hui est un débat psychiatrique. C'est finalement pas si abstrait de voir, on va dire, ce que vous dites, parce qu'effectivement, bon, on a tous, je pense, à notre échelle, voulu, à un moment donné, on va dire, briser ce storytelling à un moment donné. Enfin, je veux dire, on voit même les justifications, les justifications américaines, même qui sont toujours. On a beau voir même les justifications américaines, c'est toujours les mêmes depuis plusieurs guerres. On pourrait aussi évoquer. Au niveau crédibilité, parce que voilà, c'est aussi c'est une question pour tout à l'heure plutôt. Mais est-ce que c'est pas un petit peu finalement naïf, au vu de tout ce qu'on a dit, d'espérer briser ce storytelling aujourd'hui en Occident? Je ne pense pas qu'on puisse désactiver le storytelling par du contre-storytelling. Le contre-storytelling, c'est... Moi, quand je veux faire du storytelling, j'écris des romans. Mais je n'espère pas, par ces romans, désactiver une désinformation. Cela étant dit, lorsque je me suis demandé comment faire comprendre à des gens qui sont culturellement si éloignés de mes propres origines, comment leur faire comprendre la tragédie humaine dans sa réalité, la tragédie de cette région d'où je viens par ma famille, qui s'appelle la Kraïna, et qui a été éradiquée en 1995 sans que personne réagisse en Occident, dans une opération militaire croate supervisée par les Américains. Lorsque je me suis demandé, je me suis posé cette question pendant des années, à la fin, j'ai décidé d'en faire un roman, sans avoir jamais rien écrit dans le domaine de la fiction auparavant, parce que j'étais convaincu que la fiction serait plus vraie pour ce public, plus convaincante si elle était bien faite, que des grands livres documentaires ou historiques. Je ne me suis pas trompé parce que si j'avais écrit un essai historique ou un plaidoyer en faveur de la Kraïna serbe sous une forme documentaire, ben on m'aurait dit, ben voilà, il est serbe, il est d'origine serbe, voilà, il raconte son histoire, mais on n'en a rien à faire parce que notre histoire, c'est autre chose. Le fait que je l'ai fait sous la forme d'un roman, que ça a été publié comme un roman, et le fait aussi que j'ai refusé, lorsque le roman est entré en production, d'y ajouter un coda ou une préface factuelle en disant ce roman parle des événements qui ont eu lieu entre 1995 et 1996 en Croatie actuelle, j'ai refusé cet ancrage factuel. Le fait que j'ai pu transférer cela dans la fiction, aussi honnêtement que je l'ai pu, ça a marché. Ce livre a été lu dans des lycées en France. Jamais un document sur la Kraïna ne serait arrivé dans des lycées ou dans des universités en France. Donc, passer carrément dans la fiction, si c'est de la fiction convaincante, ça peut marcher. Mais de la contre-information, à ce stade-là, qui s'adresse aux facultés logiques, au raisonnement, ça ne fonctionne pas. On peut s'adresser au cœur des gens, à l'âme des gens, mais dans le stade actuel, ceux qui croient
à ces contes pour enfants, à ces histoires de soldats de plomb qu'on leur raconte, vous n'allez pas les désactiver, vous n'allez pas les reconvertir avec des arguments rationnels. À mon avis, c'est totalement impossible. C'est totalement impossible. Vous avez affaire à... En plus du reste, je profite pour le dire parce que c'est une des bases de ma réflexion, nous avons affaire à une société dont l'idéologie n'est pas une idéologie vitaliste. Cette idéologie n'est pas là, comme par exemple a été l'idéologie de l'URSS triomphante, d'étendre cette société et de prospérer. C'est une idéologie de la gestion de la mort. L'idéologie qui anime aujourd'hui l'Occident est une idéologie des temps derniers, est une phase terminale, gériatrique et psychiatrique. Donc, si vous dites aux gens, continuez comme ça et vous allez provoquer une guerre nucléaire avec la Russie, eh bien tant pis. Nous le voulons parce que nous avons raison. Comprenez, il n'y a même pas le réflexe de survie. Donc c'est encore plus dangereux. Et là, à mon avis, sur le plan de l'information, de la contre-information, il n'y a absolument rien à faire, sinon de continuer de s'adresser aux gens, grosso modo un tiers de la population en Occident, qui ont compris de quoi il s'agit. Oui, non. Intervenir. Je suis tout à fait d'accord avec Slobodan qui vient de décrire l'effet structurant d'une idéologie. Une idéologie, c'est pas seulement un discours utopique, une doctrine qu'on doit... Voilà, ça vous donne des outils pour interpréter le monde et pour décider où est la vérité, où est le mensonge, qui sont les bons, qui sont les et où passent les camps. Hein. On est dressé par ça. Et là, effectivement, l'idéologie dominante, disons, de l'Occident, c'est qu'on enseigne, que ce soit dans les écoles de journalisme, les universités, les médias, etc. Elle n'a pas d'objectif utopique. Elle n'a que la perpétuation de sa propre perfection et son propre approfondissement contre un péril qui revient récemment. Je ne sais plus qui avait dit, il y a le Hitler de l'année. Hein, à un moment, c'était Saddam Hussein, etc. Bon. Voilà. Donc nous savons qui est le Hitler de l'année. Mais c'est plus Kadhafi, c'est plus Saddam Hussein, c'est plus Ben Laden. Voilà. Donc c'est vraiment par la répulsion du mal et l'auto-affirmation permanente. Alors, il y a un deuxième élément qui est important aussi, c'est que nous sommes aussi, et là ça tient beaucoup à la technologie, en particulier aux réseaux sociaux, dans un monde où on peut se construire sa réalité, la partager avec ses copains, que ce soit sur le virus, et s'apporter des preuves qu'on a bien raison de penser ce qu'on pense. Hein. Comme disait Pierre Dac, quand on sait ce qu'on sait et qu'on voit ce qu'on voit, on se dit qu'on a bien raison de penser ce qu'on pense. Phrase absurde et rigolote. Et c'est vrai que, bon, on ne voit plus très bien comment une réfutation, une contestation idéologique pourrait se dérouler autrement que dans un cercle de copains, de semblables, notamment sur les réseaux sociaux, avec un peu de chance, que ce soit des gens qui existent réellement, que ce ne soit pas des trolls. Mais c'est vrai, le contre-discours ne peut plus s'exercer que dans la déploration, pour une raison qu'évoquait également Eric. C'est vrai que dans un monde où on lit un livre et demi par personne par an, la révolution idéologique n'est pas pour demain. Je serais un peu moins, on va dire, pessimiste à moyen terme, parce que je crois qu'il y a une possibilité de reconquête, sans jeu de mots dans la période électorale. Pourquoi ? Parce qu'on observe quand même un phénomène depuis au moins 60-70 ans, on est passé d'une société dans laquelle personne ne contestait nos dirigeants politiques dans nos démocraties occidentales, parce que le niveau d'éducation ne permettait pas de le faire. Et puis en 60 ans, le niveau d'éducation de la population française s'est considérablement développé, l'accès à l'information s'est considérablement développé. Parallèlement, la marge de manœuvre des pouvoirs politiques s'est considérablement réduite. Macron a probablement 2 fois moins de
pouvoir sur les événements que Giscard d'Estaing en avait en 1974, et ils sont de plus en plus critiqués. Et l'une des façons de contourner cette situation qui doit être absolument insupportable quand on est aux affaires, c'est finalement de faire une saturation par l'information, puisque le niveau moyen de la population s'accroît, que les gens sont plus capables de comprendre, d'analyser, de critiquer. Eh bien, on est finalement rentré, on est passé d'une sous-information à une surinformation en saturation, à la fois en rythme. François Bernard le disait tout à l'heure, les informations se succèdent, ce qui ne laisse pas le temps de réfléchir, il faut le dire. Zapping. Et c'est le zapping, mais ce zapping, il est aussi entraîné. Il y a des effets de masse. Tout n'est pas nécessairement piloté. Les journalistes le font parce qu'il faut toujours être les premiers à sortir une information originale dans un journal. Ça peut interférer avec des visées politiques, ça peut interférer avec des tas d'autres choses. Et aujourd'hui, la seule façon de s'en sortir, c'est de se déconnecter de ce rythme de l'information. Oui. Honnêtement, si vous éteignez votre télévision et qu'au lieu de passer 40, 50, 1h30 par jour à regarder les informations, vous accordez ce même temps à la lecture. J'entends les lectures de livres, pas les lectures de quotidien, même d'hebdomadaires, puisque vous avez la même information partout. Je dis ça parce que François Bernard parlait de la guerre du Golfe en 2003. Il se trouve que j'ai fait toute la guerre du Golfe chez RMC avec Jean-Jacques Bourdin. Et c'était très amusant. Parce que même, entre guillemets, en tant qu'expert, quand on est en studio télé, on est aveugle. C'est-à-dire qu'on commentait ce qui se passait, on avait des écrans dans le studio de RMC avec les images de CNN, d'ABC News, d'Al Jazeera, et on commentait finalement les images qu'on met sur des écrans. Sur un plan déontologique, journalistique, c'est absolument honteux. Mais voilà, on est pris par ces logiques-là, et il faut faire un breaking news le plus souvent possible pour que les gens restent en ligne. Et ça, c'est à mon avis l'une des très très grandes difficultés, et d'où la nécessité de vous abstraire de cette information, de recommencer à réfléchir. Et j'en prends juste un exemple sur la crise ukrainienne. Il n'y a même pas d'analyse comparative. On vous a dit, Poutine veut envahir l'Ukraine. 150 000 hommes. Si on fait la simple comparaison avec l'Irak en 2003, 250 000 hommes dans l'armée américaine, 30 000 Britanniques, c'est-à-dire 280 000 hommes, 3 semaines de bombardement, et en face, il y avait l'armée irakienne. Donc aujourd'hui, que des journalistes aient pu valider l'information comme quoi c'était une invasion de l'Ukraine, il y a une agression, il y a une opération, nous sommes bien d'accord. Mais vous parlez d'invasion et écoutez des Polonais qui vous disent après l'Ukraine, ce sera nous. Si vous n'avez, on n'a pas besoin d'être un spécialiste des questions militaires, mais encore une fois, je ne porte pas de jugement. Je dis voilà, comment est-ce que les journalistes et comment nous, en tant que citoyens, nous réfléchissons par rapport à ça? Comment voulez-vous déclencher une guerre totale avec 150 000 hommes, sans bombardement préalable? Il y a vraiment des choses qui délirent. Alors, ceci dit, les journalistes ne faisant plus de service militaire, vous les voyez parler d'armes lourdes pour une Kalachnikov, donc il faudrait leur refaire un cours complet sur ce que c'est qu'une arme de poing, une arme d'épaule, c'en est pathétique. Puis je termine sur un autre point, on est aussi piégé par ces chaînes d'information en continu. Je ne sais pas si ça t'est arrivé, François Bernard, mais moi ça m'est arrivé une fois, je ne le referai plus. On vous bloque en studio, en plateau, pendant 40 minutes. Et on finit par vous dire, il y a beaucoup de camions de pompiers, qu'est-ce que vous en pensez? Le GIGN va monter à l'assaut, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Alors, des fois, en tant que commentateur, où on dit des conneries, ou on n'y va plus. Et ça, c'est la grande difficulté, parce que les médias ayant horreur du vide, par exemple avec mon équipe, on refuse d'intervenir dans les 48 heures qui suivent un attentat. Parce qu'un attentat, on a besoin de vérifier des informations, de passer des coups de fil à nos contacts, d'analyser. Mais si vous réagissez en temps réel, moi je trouve ça très intéressant. Le jour des attentats du Bataclan, j'étais chez moi, en province, en train de regarder le match de foot France-Allemagne. Que nous avons, je ne sais plus si on a gagné ou on a perdu. Coup de téléphone de la télévision à 22h15. Un samedi soir, je me dis, je ne regarde même pas, je pense que c'est un média. Si j'avais répondu à 22h15, à l'époque, il y avait encore, à cette heure-là, il y avait 13 morts. C'est horrible, mais c'est relativement peu. J'aurais dit oui, c'est un attentat embêtant, mais bon, il y a 13 morts. Celui qui aurait répondu à 23h45, celui qui aurait répondu à minuit 1, on était systématiquement dépassé par l'information, puisqu'en fait, ce sont les journalistes qui amènent l'information. Donc c'est aussi très dur de dire, quand on a une position dans un centre de recherche, quand on veut vendre des livres, de ne pas faire de médias. Mais en réalité, c'est ce qu'on devrait faire. En tout cas, on devrait être beaucoup plus mesuré, beaucoup plus sélectif, parce qu'à partir du moment où on est dans la surréaction nous-mêmes, eh bien, on contribue à cette inflation médiatique
qui n'est pas toujours fausse, il faut bien le dire, mais qui finalement emmène, nous emmène sur la mauvaise voie. Et puis l'autre élément qui me semble aussi important d'évoquer, c'est que les médias ont besoin de personnes qui parlent. Et je vais raconter une anecdote qui m'amuse toujours 20 ans après. C'était quelque temps après l'invasion de l'intervention en Afghanistan, donc début 2002. Et je ne citerai pas, un journaliste de la presse radiophonique m'appelle en disant « Est-ce que tu as quelque chose sur les Français d'Al-Qaïda ?» Vous savez que Jamel Loiseau avait été tué dans les grottes de Bora Bora. Et très honnêtement, en 2002, je travaillais un petit peu sur le terrorisme, mais c'était 20 ans après, je commence à peu près à comprendre, mais j'étais vraiment pas spécialiste. Et j'appelle un de mes camarades journalistes qui faisait de l'infiltration en Afghanistan et dans les réseaux islamistes, qui était un journaliste d'origine maghrébine. Il me raconte toute une série de choses, mais il me dit non, je ne veux pas passer à la télé, je ne veux pas qu'on entende ma voix, parce que je suis en danger. Je rappelle le journaliste de la radio en disant écoute, non, voilà, il ne veut pas parler, mais il m'a dit ça, ça et ça. Et le journaliste m'a dit mais toi, tu ne veux pas nous le dire? Et j'ai fait le test. C'est-à-dire, dans l'heure qui suit, j'ai fait 4 médias. Écrit, audiovisuel, radiophonique, je ne sais plus quel était le 4e. Sur un sujet, je n'y connaissais rien une demi-heure avant. Le premier a posé la question et j'ai appelé le deuxième en disant mais vous avez parlé des Français d'Al-Qaïda? Ah non, qu'est-ce que tu peux nous faire? Et le dernier, je lui ai envoyé mes questions par email, mes réponses par email, il a rajouté ses questions. Alors, je ne critique pas mes amis journalistes qui font ça. Mais vous voyez, l'erreur, c'est que vous allez dire, je vois ce type-là sur 4 chaînes de télé. Il a répondu à la presse écrite, il a répondu à la presse... J'étais incompétent sur le sujet. Vous voyez, si on tombe nous-mêmes dans ce jeu médiatique, après, vous, en tant que spectateur, vous allez dire, ah bah oui, si 4 médias l'interrogent, c'est que c'est vraiment un type bien. Mais non, ça, c'est même pas vrai. Donc, encore une fois, moi, j'insiste vraiment sur cet aspect de l'esprit critique que vous devez avoir par rapport aux médias. Juste 2 exemples d'actualité, des cas qui me sont arrivés. La transnitrie. Alors, très franchement, des spécialistes de la transnitrie, je n'en connais aucun. J'ai jamais mis. Je peux vous en parler. Ah bah il y en a peut-être un. Bah, voilà. On en aura Non, mais voilà. Mais non, mais je veux dire, statistiquement, les chances de. J'ai couvert, j'ai fait des articles dessus. Ah bah, les chances qu'on tombe sur quelqu'un qui connaît cette réalité. J'ai dit l'autre jour à un journaliste de l'AMC, mais vous savez, à part consulter la fiche Wikipédia et vous en faire une paraphrase, je peux rien vous dire. Il m'a presque répondu, c'est pas grave, quoi. Vous voyez. Il y a beaucoup de Français qui ne savent même pas que la transnitrie existe, donc ça résout le problème. Honnêtement, faut connaître. Hein, voilà. Ou autre exemple, les affolements qui se produisent quand une information, c'est quelque chose qui fait rupture par rapport au cours ordinaire des choses. C'est toujours quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Même s'il pleut, c'est une information, s'il fait beau. Ça a été l'affaire de Tchernobyl où quelqu'un avait mal compris les propos de je ne sais plus qui, un gars de la IEA, etc., qui disait on n'a pas constaté d'augmentation significative du taux de radioactivité. Pour une raison qui tient peut-être au hasard, quelqu'un qui n'entendait pas bien ou qui a mal compris, la rumeur a commencé à se répandre dans tous les médias qu'il y avait une explosion augmentation de la radioactivité. Ouais. Voilà. Et bon, ça a été démenti le soir. Mais pendant une journée, on a failli produire des théories expliquant un événement qui n'avait pas lieu. D'abord, sur la question, est-ce qu'on peut arriver à avoir des infos ou pas? Alors, évidemment, il faut avoir les éléments. Bon, moi-même, j'ai été journaliste à AFP pendant 33 ans et j'ai couvert pas mal de conflits, notamment d'ailleurs l'évacuation de la Krajina en Yougoslavie. Bon, plus le Golfe, plus l'Afghanistan, etc., le Liban. Mais il y a quand même quelques règles auxquelles on peut tous accéder. Et tout ce que vous avez dit est vrai, hein, au niveau du substrat, des préjugés, de la connaissance par rapport à l'information. Ils ne sont pas la même chose. Et pour comprendre l'information, il vaut mieux avoir de la connaissance. Mais on peut avoir une chose, c'est regarder la source. Toujours chercher la source. Parce que ça, on devrait pouvoir l'avoir, et grâce à ça, on peut juger de la validité de cette information, ou bien où veut nous mener l'élément qu'on est en train de nous raconter. Dans les sources, je dirais, là tout à l'heure j'ai réagi sur Bellingcat, ce qui est compliqué
Avant, quand le gouvernement russe il dit une chose, le gouvernement français va dire une chose, les Américains vont dire une chose, etc. Ça, on y arrive. Mais quand maintenant, en plus, c'est allé jusqu'à ce que, dans la perversité de l'intox, on est arrivé à ce que des soi-disant vérificateurs soient en fait des sources de services qui cherchent à vous intoxiquer, dont Bellingcat, dont Libération, etc. C'est vrai que le logiciel de l'AFP qui arrive à déterminer si les photos sont bonnes ou pas, etc., c'est génial, encore faut-il l'utiliser. De même, c'est vrai que la culture de l'occidental, malgré le fait qu'on veuille ou qu'on veuille pas, c'est évident que moi, en tant qu'occidental, je n'avais pas la même vision des Afghans qu'un gars de l'Orient ou de ceux que je pouvais comprendre. Et moi, je n'avais pas la même vision que mes copains américains, par exemple. Mais on équilibre ces choses-là, logiquement, dans une agence de presse, et là, on est totalement esclave de l'urgent, du bulletin, du machin, etc. Hein. On essaie d'équilibrer ça par le fait, justement, qu'on a plusieurs journalistes de plusieurs cultures différentes. Encore faut-il choisir ces fixeurs ou ces journalistes de cultures différentes, autrement que, par exemple, en prenant un stringer, nous appelons ça des stringers, parce que, bon, des correspondants locaux, des stringers, par exemple, en Crimée, avec un tatar de Crimée islamiste, ou bien en Transnistrie des Moldaves ou des Ukrainiens nationalistes, ou bien à Kiev, des nationalistes pro-Azov. Enfin bon, c'est évidemment, ça fausse les choses de la source et de l'agence de presse. C'est dommage, mais malheureusement, c'est du vécu. Hein. Bon, d'abord, je voudrais dire à monsieur qu'il ne faut pas jouer au chat et à la souris. De nouveau, la situation de la guerre des Balkans se répète. Personne n'était en guerre contre la Serbie, ça n'a pas empêché la France de participer au bombardement. La France. Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas déclaré la guerre qu'on n'est pas en guerre. Lorsque vous fournissez des armes, là en l'occurrence, ce sont des. La France est en train de prétend fournir ses meilleurs canons d'artillerie, les Césars, à un pays en guerre. C'est une mesure de guerre. Il faut pas jouer au chat et à la souris. Mais il y a un problème plus généralement français. Il y a quelques années, maintenant je ne sais plus quels sont les chiffres, mais ça n'a pas dû beaucoup changer, les statistiques de Twitter relevaient que 87% des demandes de suppression de contenu venant d'États provenaient de France, du monde entier. La France était le pays qui déposait 9 dixièmes des demandes de censure sur Twitter venaient de France. Donc il y a un problème spécifiquement français. Mais ce problème de censure spécifiquement français ne s'applique pas qu'à la guerre en Ukraine, elle s'applique à toutes sortes de questions internes. Et ce besoin de censure du système français explique l'immense popularité qu'ont eue en leur temps les deux chaînes, disons, liées à la Russie, qui étaient RT et Sputnik, qui accumulaient un auditoire, rassemblait un auditoire énorme en traitant de sujets internes à la France, comme par exemple les Gilets jaunes. Donc il y a un problème de la France. Mais ne pas dire que la France n'est pas en guerre aujourd'hui, c'est comme de dire que la France est une démocratie. C'est aussi absurde d'un côté que de l'autre. Vous savez de quand date la dernière déclaration de guerre officielle en bonne et due forme? 1945, l'Argentine. Donc l'idée de déclarer la guerre et de faire les choses entre gentilshommes, elle est un peu déplacée. La différence, elle est quand même entre fournir des armes et tuer directement des soldats. Non, j'ai pas de crainte sur le sujet, parce que, vous savez, je pense que malheureusement, le conflit va arriver à une solution, je l'espère pour tout le monde, pour les populations ukrainiennes comme pour les populations russes. Et donc on fera peut-être un point dans quelques mois sur la situation telle qu'elle se présente. Mais non, après, il y a toujours quelque chose qui me frappe, c'est que quand on fait une intervention de ce type, celle à laquelle vous faisiez référence, c'est que le nombre de personnes qui nous disent « Ah oui, mais on est d'accord ». Je leur dis « Pourquoi vous ne le dites pas ?» Pourquoi vous ne le dites pas? Il faut le dire. Certains d'entre eux interviennent sur le plateau télé. Pourquoi vous ne le dites pas? Il ne s'agit pas de... vous savez, à un moment donné, quand on fait de l'analyse du renseignement, on est des entomologistes.
qu'on s'intervient. Je ne veux pas dire on fait abstraction de tout sentiment, mais presque. On se dit, voilà, qu'est-ce qui se passe, comment on peut l'analyser? Et à partir de ce moment-là, on va dire, bah oui, il y a des choses qui sont différentes. Et là, on retravaille sur la personnalité de Zelensky. C'est quand même assez édifiant de voir la confiance qu'on fait à ce monsieur, de voir la manière dont il vient parler devant des parlements du monde entier. Quand tous nos parlementaires français vont l'écouter comme si c'était la sainte parole et qui nous dit les entreprises françaises doivent quitter la Russie. Encore une fois, même sans prendre parti dans le conflit, on se dit il y a peut-être un problème du côté de nos parlementaires, de libre arbitre vis-à-vis de cet homme. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est cette réaction qu'on a vis-à-vis de l'information qu'on nous sert. Et puisqu'on parlait des médias, pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est vrai que l'AFP est un peu l'exception qui infirme la règle, parce qu'il y a de moins en moins de grands reporters dans les chaînes françaises. Et je vais juste citer 2 chiffres. La moyenne d'un flash info que vous écoutez à la radio, 80 secondes. France Info, qui a ses qualités et ses défauts, vous envoie le même flash d'infos toutes les 7 minutes et demie. Si vous imprimez le prompteur du journal de 20 heures, de Laurent Delahousse ou de Gilles Boulot, ça fait moins d'une page du Monde. Or, notre système démocratique, et même la façon dont nous exerçons notre droit de vote, il est essentiellement autour du journal de 20 heures. Or, même si vous lisez Le Monde ou Le Figaro ou Libé tous les jours, vous aurez en gros 32 ou 64 fois plus d'informations que si vous écoutez le journal de 20 heures. Et je vous invite à faire un exercice pour essayer de comprendre votre attitude vis-à-vis de l'information. Faites pendant une semaine avec un bloc-notes le travail du rédacteur en chef. Regardez le journal de 20 heures et essayez de noter tous les sujets évoqués. Généralement, vous allez retrouver tous les sujets que vous avez le matin dans la presse écrite. Et si vous faites ça en plein mois d'août, ou plein mois de juillet, vous allez voir quoi? 20 minutes sur le Tour de France, la DGCRF dans les campings. Voilà. Donc, en fait, l'information qu'on nous donne, et là je n'attaque pas le monde journalistique, c'est une espèce de logique dans laquelle on est entré, c'est du divertissement. Donc il y a une nécessité de s'informer, de se réinformer, quelles que soient les opinions que vous puissiez avoir. Mais aujourd'hui, moi c'est le message vraiment auquel je tiens ce soir, c'est prendre cette distance vis-à-vis des médias. Parce que le danger, c'est que vous faites des faux recoupements. Moi, quand on travaille avec des grands chefs d'entreprise, on se tient les côtes de rire. Moi, j'ai des grands chefs d'entreprise qui me disent « Monsieur, si je veux savoir ce qui se passe, j'achète toute la presse le matin, je demande à mon assistante d'acheter toute la presse, et je fais une synthèse. Puisque je prends la presse de l'extrême droite à l'extrême gauche, je fais une synthèse. » Voilà. Mais c'est du faux recoupement. Alors, si c'est sur des questions françaises, il n'y a pas trop d'erreurs, puisque on connaît le pays. Et plus on est loin de la France, plus on est désinformé. Et ça, c'est une catastrophe, parce que les gens ont l'impression de faire une démarche active qui n'en est pas une. Et en plus, vu qu'on a affaire à des dirigeants, vous disent, de toute façon, je suis chef, je suis patron, en plus j'ai fait cette démarche, donc je connais. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'on est dans un monde où on pense que s'informer est quelque chose de naturel, de gratuit, que ça ne prend pas du temps. Or, ça demande un effort intellectuel et culturel 2 fois plus important qu'on l'imagine, ou 10 fois plus important. Absolument. Aujourd'hui, la plupart des... Lorsqu'on parle des mensonges russes, il faut voir par quel filtre ça passe. Lorsque les médias aujourd'hui ont rapporté les propos de M. Poutine lors de sa conférence de Saint-Pétersbourg d'hier, on a vu des titres, j'ai vu passer des titres notamment sur BFM, disant « Poutine brandit la menace de l'arme nucléaire ». J'ai regardé les articles qui parlaient de cette menace, et puis j'ai écouté l'allocution de Poutine, puisque je comprends le russe, j'ai voulu aller à la source. La seule mention qui a été faite par Poutine de la menace nucléaire, faites bien attention à ceci, c'était l'allusion qu'il a faite à la menace proférée par M. Zelensky à la conférence de Munich en février, de devenir, pour l'Ukraine, de devenir une puissance nucléaire. C'est la seule mention d'armes nucléaires. Ce qu'il dit, lui, exactement, c'est si quelqu'un s'ingère dans la guerre en Ukraine, nous avons les outils nécessaires d'une riposte foudroyante et efficace. Les outils, ce n'est pas une arme nucléaire. L'apparition de l'arme nucléaire comme terme, c'est justement la crainte exprimée par Poutine que son premier voisin, l'Ukraine, devienne une puissance nucléaire, comme M. Zelensky l'a voulu. Donc, quand on parle des prétentions, des affirmations de la Russie, le seul moyen de savoir lesquelles elles sont,
c'est d'aller sur les canaux qui diffusent le contenu brut des affirmations des responsables russes. Le malheur que vous avez, monsieur qui posait la question dans la salle, c'est que vos canaux d'information ne diffusent pas ces contenus bruts et que vos gouvernements ont interdit les canaux qui la diffusent. Donc, vous n'avez absolument aucun accès direct à ce que disent les Russes. Aujourd'hui, vous n'avez pas d'accès direct. Vous êtes prié de croire aujourd'hui que Poutine, hier, à Saint-Pétersbourg, a brandi la menace de l'arme nucléaire. Ce qu'il a dit, c'est que nous avons des moyens. Ces moyens peuvent être la cyberguerre, ça peut être des missiles hypersoniques à charge conventionnelle, ça peut être toute une palette de moyens de rétorsion, y compris, par exemple, de couper les robinets du gaz, qui serait l'équivalent d'une guerre. Et là, on vous résume ça en disant il a parlé de menaces nucléaires. Donc, comment voulez-vous parler des mensonges russes lorsque la conviction que vous avez qu'il s'agit de mensonges provient de l'interprétation des propos des Russes qui ont été donnés par des médias de parti pris, alors même que ces médias et les gouvernements sous lesquels vous vivez vous interdisent l'accès à l'information brute. Donc la question, dans le système, dans l'environnement où nous sommes aujourd'hui, n'a pratiquement aucun sens. En 1939, les journaux français ou britanniques prenaient bien soin de traduire avec beaucoup de soin le discours d'Hitler, si on veut une situation de crise comparable, pour qu'on sache ce que dit l'adversaire et ce qu'il veut. Aujourd'hui, on les déforme à la source. Donc comment voulez-vous pouvoir parler de ces choses-là? Et en plus, lorsque vous avez un accès à ce qui devrait être la moindre des choses, lorsque vous avez accès à tous ces canaux russes de parti pris ou pas de parti pris, mais enfin de parti pris, mais qui vous donnent des images brutes, vous pouvez comparer la réalité à ce qu'ils disent. Vous pouvez éventuellement, lorsqu'ils disent que les populations les accueillent en libérateurs, vous pouvez voir des centaines de vidéos qu'il est difficile de contrefaire. Il n'y a pas de Hollywood en Russie pour contrefaire la réaction des populations. Mais si vous n'avez aucun accès à l'information brute, vous ne pouvez même pas dire ce que sont les mensonges des Russes. Vous ne pouvez même pas le dire. Donc, la première chose pour s'informer, puisque c'est quand même la question cadre de cette soirée, et c'est tout ce que j'aurais à dire moi ce soir, la première condition, c'est d'aborder de manière totalement agnostique et sans aucun parti pris les informations, les faits qui sont diffusés par toutes les parties, d'exiger d'y avoir accès, et en plus, malheureusement c'est comme ça fait partie de cet effort immense qu'on doit faire, dont parlait Éric Dénessé tout à l'heure, il faut en plus lire dans plusieurs langues. Parce que quand vous voyez arriver une information russe ou même américaine en traduction française, vous vous demandez si elle est dans la même réalité. La question de monsieur. Je veux dire, je regarde ces sources-là comme d'autres, j'ai la même prévention pour une source quelle qu'elle soit. Alors au bout d'un moment, on va être les uns et les autres orientés, on va se dire effectivement je préfère entendre ça. Je ne dis pas qu'ils ont raison, qu'ils ont tort, mais je pense qu'il faut les écouter, mais il faut les mettre en miroir, parce que ça permet de voir, vous voyez, au-delà de la source, c'est à quel moment ils ont raison, à quel moment ils se trompent. Moi, je ne peux pas aller là-dessus. Mais non, mais voilà. Mais dans le travail qu'on fait, ok, on va regarder ces gens-là, mais on ne va pas non plus prendre pour argent comptant ce qu'ils disent. Il se trouve qu'au bout d'un certain nombre de fois, on va se dire, tiens, ils ont plutôt raison ou plutôt tort. En plus, on a nos propres biais cognitifs. Mais effectivement, c'est des sources qu'il faut aussi regarder, mais pas uniquement celles-ci. Si vous n'écoutez que ça, vous êtes un petit peu dans la même logique que si vous n'écoutez que les médias mainstream. Parce que... Non, en général, il faut diversifier. Leurs intérêts ne sont pas les mêmes. Ben voilà, vous posez. Après,
Quand on veut aller vite, c'est autre chose. Ça, dans le travail du journaliste comme dans le travail du renseignement, vous savez, vous avez la loi de Pareto qu'on a dans le commerce, c'est Pareto ou Fontana, je ne sais plus. 20% des clients vous amènent 80% du chiffre d'affaires. Et quand on veut aller vite, on se dit, on a 20% des sources vont nous apporter 80% de l'information. Mais on ne peut arriver à ça que si on a travaillé sur toute une foultitude de sources depuis des mois, et on se dit, si je dois aller vite, quels sont les 20% que je regarde? Je ne suis qu'un citoyen, monsieur. Je suis pas... Non, mais vous avez déjà une démarche... Je passe déjà beaucoup d'heures chaque jour. Je vous en félicite, je trouve que c'est très bien. Parce que je fais partie des médias mainstream, donc je me sens un peu ce soir. Donc, et vous osez parler, quelle honte. Alexandra Josset, je suis journaliste pour une agence qui s'appelle Capa Presse et je travaille pour Arte et France Télévisions. Je viens de faire un documentaire sur Wagner, notamment. On imagine. Non, mais je vous laisse ce soir pour justement savoir comment mieux m'informer aussi, ça m'intéresse. Mais du coup, vous parlez beaucoup de propagande des médias mainstream. Personnellement, j'ai pas l'impression de faire de la propagande, mais on pourra en discuter plus tard. Mais du coup, je vous demande, est-ce que vous, ce soir, vous avez l'impression d'être un outil d'influence de la politique russe et de faire de la propagande russe? Ça, c'est le procédé dit que vous avez raison de poser la question. Ça vaut le coup de poser la question, c'est ce qu'on appelle la démocratie, c'est fabuleux. Mais d'abord, je pense que c'est pas le débat, puisqu'on parle de la méthode d'information. Non, parce que vous parlez mieux s'informer, donc c'est pas forcément... Non, je ne vous dis pas qu'on est mieux informé, je vous dis qu'on a un process d'analyse de l'information qui est beaucoup plus évolué, mais ça n'empêche pas qu'on peut se tromper, il faut le Non, mais ce reconnaître. soir, le thème c'est mieux s'informer, Voilà. et j'ai l'impression que depuis 2 heures, ce qu'on dit, c'est le problème c'est les médias mainstream. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on a une information. C'est quand même un petit peu de là que ça vient. Le problème, c'est que la version officielle, tout le monde la connaît. En revanche, comme il a été dit, la version alternative est occultée. Et le but est de mettre des poids dans l'autre plateau de la balance. Il ne s'agit pas de dire, il faut mettre des poids dans l'autre plateau de la balance, comme ça le citoyen... Oui. D'accord. Il y a aussi une ligne de rupture horizontale, sociologique. Bon, on a vu à l'occasion, on ne va pas lancer le débat là-dessus parce que là, on y passe la nuit, mais on a vu combien des opinions sur le grand remplacement, mais également sur la guerre d'Ukraine, etc., qui ne seraient absolument pas acceptables dans des milieux, on va dire, convenables, etc., peuvent être majoritaires dans la population. Et nous sommes quand même dans un pays qui vient, si on additionne Le Pen plus Mélenchon, plus qui est à 60% anti-système. Et qui est donc une grande partie de la population. Ça peut être les couchers moins cultivés, les plus pauvres, les plus éloignés des centres-villes, etc. Enfin bon, on a vu assez d'analyses sociologiques ces derniers temps pour qu'on les répète pas. On ne vit pas dans le même monde, clairement. Hein. Et pourtant, géographiquement, on est proche. Oui, mais la ligne, elle passe là. Alors, elle passe. Bon, on pourrait prendre l'exemple des réseaux sociaux, des gilets jaunes. Bon, j'en ai suivi un certain nombre de manifs et fait un bouquin où il y a cette population avait une hostilité aux médias mainstream et aux élites. Alors, on peut appeler ça du populisme et en discuter autant qu'on veut, mais ce phénomène existe. C'est vrai que par ailleurs, les réseaux sociaux nous permettent de ne plus vivre dans la même réalité. Bon, voilà. Peut-être, j'ai un point en fait qui revient avec cette question sur les médias mainstream. C'est la question de l'argent en fait. C'est-à-dire personne n'a posé cette question de l'argent. 7 milliardaires les possèdent, hein, on est d'accord. Et donc en fait, quand on est dans un média mainstream, c'est vrai qu'on a plus facilement accès à des budgets et à des sujets en fait qui vont viser l'ennemi d'une façon plutôt agressive et l'ami d'une façon plutôt sympathique. Parce que vous parlez de faire un rapport sur Blackwater, je ne vois pas beaucoup de sujets en France sur... Enfin non, vous avez parlé de Wagner. On l'a fait sur Blackwater. Moi, je l'ai fait sur Justement, elle n'a pas Canal+, dit Blackwater, elle a dit Mais pas en Wagner. ce moment, puisqu'en fait c'est clé. Parce que Blackwater, c'était il y a 5 ans en Irak, mais on l'a fait. On l'a fait. Il y a 5 ans. Il y a 15 ans, mais on l'a fait. Voilà, il y a 15 ans. Bah, quand 10 il ans y après. était. Mais bon, Donc arrêtez cette voilà, merde de sabot. j'avais la réponse en fait. Bah non, on l'a fait. On
l'a fait. 10 ans après. Mais moi, ma question, c'était pas ça, c'était est-ce que ici aussi, c'est propagande contre propagande? C'est-à-dire que est-ce que ici aussi, c'est un outil de propagande? Ici, je pense que c'est un endroit. Au contraire, des décisions de nos dirigeants pour faire courir l'opinion à une guerre complètement folle, une sale guerre américaine. Mais justement, les médias, vous nous dites qu'il faut être prudent, il faut analyser. Mais nos dirigeants, alors, est-ce qu'il y a une feuille de route préexistante? Moi, je vous disais tout à l'heure, je ne crois pas à ces théories du complot. Je pense qu'il y a pas mal de forces qui s'enchaînent les unes aux autres et que ce soit les médias, que ce soit les politiques, que ce soit la façon dont l'opinion réalise, que ce soit les milieux d'universitaires ou d'experts, à un moment, il y a des gens qui pensent tous la même chose au même moment et s'ils sont aux commandes, bon, ça va faire un effet de masse qui se produit. De là à dire qu'il y a une feuille de route, j'ai quand même beaucoup de mal à le croire quand on connaît un peu la mécanique de l'intérieur. Il y a tellement de... alors après qu'il y ait une forme d'autocensure ou qu'on ne permette pas à certains points de vue de s'exprimer de manière équilibrée par rapport à d'autres, oui. Mais dire qu'il y a une feuille de route et un système de conspiration, il n'y a pas besoin. C'est pas le cas. Bouchard, on va aggraver les sanctions. Un autre truc, on va aggraver les sanctions. Et l'opinion en demande toujours plus. C'est un truc de fou. C'est la terreur et la pitié, en fait. Oui, mais je ne sais pas ce que pense l'opinion, parce que si on faisait un sondage dans cette salle ce soir, on aurait un point de vue. On le ferait demain dans un autre lieu, on aurait un autre point de vue. Moi, je suis beaucoup plus mesuré sur cet aspect des choses. Et puis, on se rend compte aussi qu'on peut faire basculer l'opinion par des événements. C'est un ensemble de forces qui s'entrechoquent et qui sont beaucoup moins maîtrisées qu'on ne l'imagine. Attention, si je peux me permettre une chose, on a beaucoup parlé des médias mainstream, mais il faut faire une différence entre le journaliste et la rédaction. Parce que quand vous parlez avec des journalistes, ils rentrent dans le métier parce qu'ils veulent informer, parce qu'ils veulent faire quelque chose. Alors, certains sont militants, mais ils veulent faire quelque chose. Par contre, dès qu'ils montent dans la hiérarchie, qu'on se retrouve secrétaire de rédaction, secrétaire adjoint, rédacteur en chef ou directeur de la publication, les préoccupations sont totalement différentes. Parce que quand on est patron d'un média, ce qui compte, si c'est un média écrit, c'est le prix du papier, on est là pour faire des ventes, c'est la publicité, c'est la relation politique. Et il y a quand même une différence fondamentale entre les rédactions et les journalistes. Et ça, quand on travaille avec les journalistes, beaucoup vous disent écoute, moi, effectivement, je ferais bien un sujet là-dessus, mais ça ne va pas passer dans ma rédaction parce que ce n'est pas l'Incodi. Quand vous pensez à ce monde journaliste, il est quand même plus complexe. Là, on a été... je maintiens mes points de vue sur la façon dont, globalement, les médias fonctionnent, mais il y a quand même, non pas une distorsion, mais il y a une différence de nature entre le métier du journaliste pur et puis toute la structure d'un média qui va orienter ou déformer son travail de terrain. Écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venus nombreux pour écouter ces débats sur ce sujet complexe et donc encore un grand merci donc à nouveau à nos trois intervenants, donc à François-Bernard Huyghe, à Éric Bénessé et à Slobodan Despot. Merci également donc ah oui et donc merci également donc à Irina Dubois pour avoir organisé ce débat.